Bonjour à tous, bienvenue à ce séminaire web, ce premier séminaire web proposé par la Fédération Générale des PEP, par l'intermédiaire de son service formation, audit, conseil, études, FASPEP. Nous sommes ensemble pour 1h15. Nous accueillons ce matin Maître Michel Morand, président du cabinet Barthélémy. Nous allons aborder aujourd'hui les ordonnances Macron et les décrets. Vaste sujet, maître, et oui, je tiens à vous remercier de la part de Jean-Pierre Villain, notre président, et d'Agnès Battiani, notre directrice générale, d'avoir accepté d'entamer avec nous cette nouvelle aventure numérique. Tout à fait. Alors peut-être, maître, avant de vous passer la parole, je me permets quelques aspects techniques. Si vous voulez. Bon. Donc pour ce premier webinaire, puisque c'est le terme consacré pour cette diffusion d'informations, vous avez votre écran qui est donc divisé en 3 parties. Une partie qui sera dédiée à l'intervention d'aujourd'hui en direct, une partie à droite qui sera consacrée au support PowerPoint pour vous permettre de suivre l'évolution de la présentation. Et surtout, en bas, vous avez une partie qui est nommée chat. Et cette partie est scindée en 2. Vous pouvez, par cet intermédiaire, poser des questions en direct en intégrant votre nom ou un pseudo à votre convenance, il n'y a pas de souci, et écrire votre question dans la partie qui est notée questions. Nous les recevrons en direct. Maintenant, ce matin, nous sommes un peu plus de 100 personnes, enfin 100 connexions, donc un peu plus de 100 personnes connectées. Il n'est pas certain que nous arrivions à traiter toutes ces questions en direct. Donc plusieurs éléments. À la fin de chaque chapitre, maître, on fera un petit temps d'arrêt. Tout à fait, ouais, c'est ça. Pour répondre aux questions qu'on va essayer de sélectionner assez rapidement. Voilà. Pour les autres, maître, vous nous avez transmis donc des supports qui vous seront envoyés immédiatement après la présentation et qui sont détaillés sur les ordonnances Macron. Et enfin, pour les questions que nous aurons et pour lesquelles nous estimons qu'il y a des éléments à apporter, le cabinet Barthélémy apportera ses réponses dans les 15 jours à 3 semaines qui viennent. D'accord. Voilà, ça c'est les premiers éléments. À la suite de cette présentation, donc dans 1h15, vous recevrez un message qui vous permettra d'accéder à 3 dossiers à travers des liens. Le premier lien, ce sera pour accéder donc aux documents transmis par le cabinet Barthélémy. Le deuxième lien vous permettra d'accéder à un questionnaire qualité qui est très important pour ce premier séminaire web, que l'on voit votre avis et que l'on puisse améliorer les choses. Dernier point, ce sera un lien qui vous permettra de revisionner cette présentation de façon ou totale ou partielle à travers les chapitres. Et donc ça s'appelle un replay. Donc voilà, ce replay, vous pourrez l'envoyer, le revisionner, le faire à votre convenance. Voilà. Donc écoutez, je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon webinaire. Et maître, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Naturellement, je suis ravi de participer à cette réunion, donc autour d'une thématique ou 2 thématiques qui sont essentielles pour l'évolution des règles sociales dans notre pays. Alors, rapidement, si vous voulez, et puis c'est un peu facile, pourquoi des ordonnances? C'est sans doute qu'on a considéré que la France était malade de son code du travail. Donc voilà, il fallait donc des ordonnances. Donc 6 ordonnances ont été publiées. Donc en guise d'introduction, avant de rentrer un petit peu de manière plus précise sur les thématiques de chacune de ces ordonnances, où en est-on d'un point de vue strictement des dispositions réglementaires légales? Donc le dispositif a commencé, vous le savez, par une loi d'habilitation. Il faut que le Parlement autorise le gouvernement à intervenir par voie d'ordonnance dans des domaines qui sont de la compétence habituelle du législateur. C'est donc une loi d'habilitation. En vertu de cette loi d'habilitation, ont donc été publiées dans un premier temps 5 ordonnances qui ont bien sûr un degré d'importance plus ou moins grand selon les thèmes de ces ordonnances. 5 ordonnances et puis du 22 septembre 2017, et puis donc une 6e ordonnance, qui est une ordonnance dite balai, qui est destinée un peu à rectifier ou préciser les imperfections des 5 premières ordonnances. Donc ça, c'est l'ensemble du dispositif ordonnance. Ce dispositif devait être complété par, naturellement, un certain nombre de dispositions réglementaires, donc un certain nombre de décrets. Ces décrets devaient être publiés avant la fin de l'année 2017. Tous les décrets ont été publiés, avec un peu de retard, mais tous ont été publiés dans la période qui a suivi Noël et avant la fin de l'année, puisque les textes prévoyaient que les ordonnances entraient en vigueur au plus tard, au 1er janvier 2018. Il fallait donc effectivement que le nécessaire soit fait. Donc c'est à peu près calé.
reste encore une loi dite de ratification, puisque les ordonnances émanant du gouvernement ont un caractère qui est réglementaire. Pour leur donner valeur législative, il faut donc à nouveau que le Parlement intervienne dans le cadre d'une loi dite de ratification. Cette loi de ratification, voilà à peu près où on en est. Cette loi de ratification, eh bien, elle est en cours de navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et il est possible encore qu'il y ait dans la loi de ratification quelques modifications, si vous voulez, par rapport aux dispositions des 5 ou 6 ordonnances qui ont été publiées jusque-là. Donc voilà, le cadre, si vous voulez, est à peu près défini. Je crois que de manière définitive, la loi de ratification sera donc sans doute votée au printemps, et puis en avril-mai, tout le dispositif sera complètement fixé, définitivement fixé. Voilà. Voilà à peu près où on en est sur la publication des textes et tout ce cadre réglementaire et législatif. Alors ensuite, si vous voulez, si on essaie de donner des caractéristiques un peu générales sur ces ordonnances, ce qui révèle la volonté du gouvernement, c'est en gros, si vous voulez, ce qui apparaît adaptation, simplification, sécurisation. Alors évidemment, ces thèmes s'apprécient de manière un peu différente selon les thématiques des 4 ou 5 ordonnances qui sont importantes. Alors sur ces 5 ordonnances, on va essayer surtout en examiner 3 ou 4 éventuellement compte tenu du temps que nous avons, et de manière un peu synthétique de surcroît. Il y a donc une ordonnance qui est sur le renforcement de la négociation collective. C'est sans doute une ordonnance considérable sur l'évolution des règles sociales dans l'entreprise. Donc celle-ci, on va s'y attarder, je le propose en premier. Cette ordonnance, si vous voulez, comment on peut caractériser de manière générale sa finalité? En gros, c'est de permettre la maîtrise par l'entreprise de la fabrication de la règle sociale. Jusque-là, c'est vrai que, au fond, comment fonctionnait le droit du travail? C'était relativement simple. Il y avait le Code du travail, donc les dispositions légales, les conventions collectives qui amélioraient les dispositions légales, et puis les accords d'entreprise qui étaient plus favorables que les dispositions conventionnelles, et même plus favorables que la loi. C'est ce qu'on appelle le principe de faveur. Mais en tout cas, d'une certaine manière, il y a un certain nombre de normes donc, sociales qui se fabriquaient hors de l'entreprise et qui s'imposaient à l'entreprise. L'idée, là, est excessivement différente. Alors, c'est suite, si vous voulez, à une évolution législative qui a commencé en 1982. Le point de départ, ce ne sont pas ces ordonnances, ce dont on va parler, mais c'est donc suite à un certain nombre d'interventions législatives successives qui ont commencé en 1982. Et l'idée, finalement, c'est de donner la main à l'entreprise pour fabriquer sa propre règle sociale. Et donc, c'est d'avoir une approche économique de son fonctionnement par la fabrication de la norme sociale, indépendamment d'une certaine manière de la loi et indépendamment de la convention collective, en consacrant un principe qui est quand même excessivement fondamental et nouveau, de la primauté de l'accord d'entreprise, de la négociation d'entreprise dans la fabrication de cette norme sociale. Donc ça, c'est complètement nouveau. Alors ça veut dire quoi? Ça signifie, si vous voulez, que quand on dit primauté de l'accord d'entreprise, ça postule donc une certaine indépendance de cette norme à l'égard de certaines dispositions légales. Et quand on dit indépendance, ça veut dire que l'accord d'entreprise peut disposer différemment de la loi, sans pour autant, comme c'était le cas avant quasiment 1982, sans pour autant que cette norme d'entreprise soit plus favorable que la norme légale. Donc c'est indépendance par rapport à certaines dispositions légales, mais et surtout, ce qui est aussi devenu encore plus fondamental, indépendance par rapport à la convention collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accord d'entreprise peut donc quasiment, sur tous les thèmes qui existent dans les conventions collectives, à quelques exceptions près, peut quasiment sur la plupart de ces thèmes contenir des dispositions qui sont différentes de celles qui sont dans les conventions collectives. Et là aussi, quand on dit différentes, ça ne veut pas dire plus avantageuse, ça veut dire différente, c'est-à-dire éventuellement moins avantageuse, voire supprimer certaines dispositions conventionnelles. Alors, quand on dit ça, ça veut dire qu'il reste, de manière quand même protégée, quelques thèmes sur lesquels l'accord d'entreprise ne veut pas déroger de manière défavorable.
Ces thèmes sont finalement, quand on regarde les conventions du secteur, 66, 51, les thèmes sont finalement, au fond, relativement restreints. Restreints parce que ça touche essentiellement aux grilles de classification, ça touche aux minima hiérarchiques, mais le concept de minima hiérarchique étant entendu dans un sens relativement strict, alors sans rentrer dans les détails de tout ça, mais c'est en gros le salaire de base, il y a la valeur du point par le coefficient dans les conventions collectives, mais tout ce qui relève des primes accessoires, des accessoires de la rémunération, primes décentralisées, primes d'ancienneté, etc., toutes ces primes-là, tous ces éléments, eh bien, au fond, peuvent faire partie du domaine de compétences de l'accord d'entreprise, et donc l'accord d'entreprise pourrait écarter telle ou telle disposition conventionnelle sur les accessoires de la rémunération. Donc, grille de classification, minima hiérarchique, protection sociale complémentaire, ça oui, c'est protégé. Et puis, il reste la mutualisation de la formation professionnelle. Donc, si vous voulez, quelques thèmes relativement restreints sur lesquels l'accord d'entreprise n'a pas de prise, ou en tout cas, si cet accord d'entreprise intervient sur ces thèmes, il faut qu'il propose aux salariés des garanties au moins équivalentes. Et donc, ça veut dire qu'on voit bien que l'idée, c'est de donner la capacité, partant de là, à la négociation d'entreprise, au fond, à l'entreprise, de maîtriser un petit peu l'organisation, la fabrication de la règle sociale. Ce qui veut dire que c'est fondamental parce que ça renvoie nécessairement et obligatoirement à une approche qui est une approche à la fois technique, juridique, économique et sociale du fonctionnement des relations sociales. Alors, quand on parle d'accord d'entreprise, là aussi, bien sûr, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas une décision unilatérale de l'employeur, bien sûr, l'accord d'entreprise. Ça postule forcément deux situations, ou d'appréhender ça avec deux situations un peu différentes. La première situation, c'est la relation entre une entreprise qui a des délégués syndicaux, pardonnez-moi, et donc, quand il y a des délégués syndicaux, la négociation, elle se fait avec ces délégués syndicaux. Mais aussi, les textes avaient prévu, et ont été repris par l'ordonnance, même s'ils sont un peu modifiés, la capacité que peuvent avoir les entreprises sans représentation syndicale, sans délégué syndical, de négocier avec d'autres partenaires que les délégués syndicaux. Si ces délégués syndicaux n'existent pas, il peut s'agir du nouveau CSE, il pourra s'agir de salariés mandatés, enfin tout ceci étant variable selon un peu la taille de l'entreprise, mais ça veut dire que ce champ de la négociation est ouvert finalement, ce champ de la fabrication de la règle sociale par l'entreprise est ouvert au fond, quelle que soit la situation de l'entreprise, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa structuration de représentation du personnel ou absence de représentation du personnel. Mais au fond, alors si on essaie, si vous voulez, être un peu concret dans les domaines comme ça qui pourraient être maîtrisés par l'accord d'entreprise, eh bien, on verra la contribution aux activités sociales et culturelles, ce n'est plus la convention collective qui fixe les règles. Tout ce qui serait des accessoires à la rémunération, on l'a dit. Toutes les dispositions, si vous voulez, qui existent dans les conventions collectives sur le processus disciplinaire, des sanctions préalables, etc., tout ceci, un accord d'entreprise peut écarter ces dispositions. En fait, voilà, l'idée, c'est de donner à l'entreprise, dans tout ça, c'est la capacité, quasiment de manière relativement importante, eh bien de fabriquer la règle qui va s'appliquer, le statut social qui va s'appliquer à ses salariés. Mais en fait, tout ceci n'aurait pas été, au fond, tout à fait efficace si, au fond, on ne s'était pas aussi préoccupé, cette fois, non seulement de la relation de l'accord d'entreprise avec la loi ou avec la convention collective, mais de la relation de l'accord d'entreprise avec le contrat de travail des salariés. Et oui, si on veut donner une puissance terrible à cette négociation d'entreprise, une puissance considérable dans la fabrication de la norme sociale, encore fallait-il que, au fond, le contrat de travail ne puisse pas s'opposer à l'application de ce qui est négocié dans l'entreprise. Et là, jusque-là, c'est vrai que les législateurs précédents n'étaient pas trop intervenus. Il y a eu une intervention qui était célèbre, bien sûr, tout le monde sait ça, c'était sur les 35 heures, où quand il s'est agi de passer de 39 à 35 heures, il a fallu un texte spécifique pour dire qu'un accord collectif de réduction du temps de travail ne modifiait pas le contrat. Donc il y a eu des interventions de ce type-là, mais il n'y avait pas d'intervention qui soit générale sur cette relation. C'est désormais fait, c'est-à-dire que là aussi, dans cette ordonnance, on trouve un nouvel accord. Alors, il n'est pas vraiment qualifié, ce nouvel accord. Certains l'appellent accord de compétitivité, dont on peut l'appeler aussi accord d'adaptation économique et sociale. En fait, cet accord peut, pour en dire quelques mots, parce que c'est assez fondamental ça,
Cet accord peut modifier la durée du travail, c'est-à-dire l'augmenter ou la réduire, peut, contractuel bien évidemment, peut aménager le temps de travail, ça c'était déjà le cas à ces reprises. Cet accord peut modifier la rémunération des salariés, c'est-à-dire le montant de la rémunération ou la structure de la rémunération contractuelle. Cet accord peut modifier la qualification des salariés, cet accord peut modifier le lieu de travail. En gros, ce nouveau type d'accord d'entreprise peut affecter ce qu'on qualifie habituellement les éléments du socle contractuel, c'est-à-dire rémunération, durée du travail, qualification et lieu de travail. Alors, ce dispositif, si vous voulez, donc, ce type d'accord peut être négocié avec ses conséquences sur le contenu du contrat de travail, mais se pose forcément la question de la capacité qu'a le salarié de pouvoir résister juridiquement au dispositif, à ce dispositif conventionnel. Et là, le texte a été jusqu'au bout du raisonnement, considérant qu'il faudra probablement que l'employeur sollicite, c'est pas probablement, c'est certainement les salariés, pour leur demander s'ils acceptent d'appliquer à leur contrat de travail les conséquences de l'accord. Donc il y a un processus qui est prévu, un délai de 2 mois accordé aux salariés pour réfléchir à tout ça et, le cas échéant, refuser l'application de l'accord collectif à leur contrat. Mais surtout ce qu'a prévu le texte, que si le salarié refuse, eh bien en quelque sorte, il est condamné à quitter l'entreprise. Autrement dit, s'il refuse, c'est-à-dire s'il dit « moi, ça modifie mon contrat, travailler plus de 35 heures, je ne veux pas, c'est mon contrat, c'est 35 heures », par exemple, s'il refuse, eh bien, le texte prévoit dans une formulation qui est terrible que c'est donc un licenciement qui repose sur un motif spécifique, si vous voulez, une sorte de motif sui generis, qui d'ailleurs avait déjà un peu été inventé par le texte de 1982 sur le passage de 39 heures à 35 heures, enfin peu importe. Et donc c'est un peu cette formulation qui est reprise. Donc un licenciement qui repose sur un motif spécifique de rupture et qui repose sur une cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire que même dans cette hypothèse, ce qui a été prévu, c'est que au fond, le salarié, le licenciement qui en résulte, c'est un licenciement qui sera par définition motivé par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire pas contestable par le salarié devant les juridictions prud'homales. Et la forme de ce licenciement, c'est un licenciement qui se fait en la forme de licenciement individuel pour cause personnelle. Ça veut dire que voilà, cet accord-là, ce nouveau type d'accord, entraîne une quasi-soumission totale du contrat de travail à l'accord collectif. Donc c'est une puissance de feu considérable donnée à la négociation d'entreprise. Étant précisé que tout ceci, ça se fait dans un ensemble, si vous voulez, qui a une certaine cohérence, puisque la négociation d'entreprise ou ce type d'accord seront des accords qui seront a priori des accords majoritaires, donc une certaine légitimité par la qualité des signataires, délégués, organisations syndicales représentatives, donc accord majoritaire, et donc on estime que sans doute cet accord majoritaire doit répondre à toute cette, peut comporter effectivement toutes ces capacités, indépendance par rapport à la loi ou certaines dispositions légales, indépendance par rapport à la convention collective et efficacité à l'égard du contrat de travail. Voilà, si vous voulez, l'essentiel. Alors après, dans le slide que vous avez, il y a des éléments, mais qui sont sans doute moins fondamentaux. Les nouveaux thèmes, et puis je vois que le temps passe, les nouveaux thèmes de négociation de branche, je pense que ces thèmes-là, on les a mis ici, mais n'ont pas beaucoup d'intérêt dans vos secteurs d'activité, parce que, hormis la convention collective de l'animation socio-culturelle, qui est une convention étendue, ces thèmes-là, CDD, intérim, contrat de chantier, ça ne peut intéresser que les branches pour lesquelles il y a un arrêté d'extension. Donc l'assouplissement du formalisme des CDD, des contrats de chantier ou des contrats pour une opération, tout ceci, ça ne concernera pas le secteur, ni la 66, ni la 51, peut-être l'animation socio-culturelle. Voilà. Mais donc c'est des thèmes nouveaux, bien évidemment. Et puis, pour en terminer avec cette première thématique d'ordonnance, effectivement, le texte prévoit aussi qu'on peut aussi assouplir la périodicité des négociations d'entreprise par un accord d'entreprise encore. Et plutôt que d'avoir des négociations qui sont annuelles sur certains thèmes, elles peuvent être quadriennales, surtout au moins tous les 4 ans. Voilà. Donc c'est le dispositif. Mais surtout, ce qui est essentiel, c'est l'évolution de l'organisation des normes sociales entre elles. C'est plus la loi, la convention collective et l'accord d'entreprise qui s'améliorent, c'est aujourd'hui l'accord d'entreprise qui fixe sur beaucoup de thèmes la norme qui va s'appliquer. Et donc, c'est l'appropriation par l'entreprise de la construction de son statut social.
Voilà à peu près sur la présentation de ce premier dispositif, mais qui est sans doute le plus fondamental pour l'avenir de l'organisation des relations sociales dans les entreprises en France. Voilà. Est-ce que du coup, nous avons 2 questions. Est-ce que nous pourrions faire une petite pause questions? La première, c'est cette réforme de la négociation collective n'a-t-elle pas pour effet d'atomiser le droit social et de créer des disparités des travailleurs en fonction de la structure? Ce qui est certes déjà le cas, mais cette réforme ne renforce-t-elle pas cette rupture d'égalité? Ne sommes-nous pas en présence d'une déconstruction du droit social et de ses principes fondateurs? Vous avez compris, oui, sans doute. Dès l'instant où le droit social avait été fabriqué, mais aussi il faut bien reconnaître que les choses ont sans doute un peu évolué, pourquoi cette matière a été fabriquée? Pour protéger les salariés, surtout à une époque où, au fond, la protection, à l'origine, tout à fait au début, au commencement, si je puis dire, la seule relation qui existait, c'était le contrat de travail. Il est évident que la subordination du salarié à l'employeur ne pouvait pas permettre de protéger le salarié par le seul contrat de travail. C'est le point de départ, si vous voulez, de la prise en considération de la nécessité que la loi intervienne pour accorder au profit des salariés un certain nombre de garanties de protection. Oui, mais sans doute que les choses ont un peu évolué. Et puis aussi, si vous voulez, il faut bien reconnaître que, quand au moins certains chefs d'entreprise pestent contre un droit du travail trop formel, trop volumineux, trop compliqué, trop contraignant, maintenant, ils ont les outils juridiques pour ne plus râler en tout cas, ou en tout cas pour permettre l'adaptation. Alors après, ce qu'on vient de se dire sur la capacité opérationnelle de l'accord d'entreprise, bien évidemment, personne n'est obligé de s'en emparer. Mais après, il faudra plus, on ne pourra plus dire non, c'est trop compliqué, ou on ne peut pas, ou c'est trop formel, c'est contraint par la loi, c'est contraint par le Code du travail, c'est éventuellement contraint par la Convention collective. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a cette idée d'adaptation. Au fond, on sait bien que l'entreprise, et un peu quels que soient les secteurs d'activité, a un besoin d'adaptation quand on regarde l'évolution des nouvelles technologies, mais c'est fabuleux. Donc ça nécessite cette adaptation constante. Or, comment adapter les règles sociales, au fond, à l'environnement économique et social de l'entreprise? Comment l'adapter? Ce n'est pas par la loi. La loi, c'est quelque chose de trop compliqué à modifier. Vous voyez un peu le processus. La convention collective, alors là aussi, je ne vous fais pas trop de dessin, mais tout le monde connaît bien les difficultés qu'il y a de faire évoluer les conventions collectives sur un secteur d'activité. Et donc, on s'est dit, le meilleur outil et de fabrication et d'adaptation de la règle sociale à l'environnement économique de l'entreprise, on s'est dit, c'est sans doute l'accord d'entreprise. D'autant que, si vous vous souvenez, cet accord d'entreprise, de surcroît, si on renvoie un tour arrière, c'est-à-dire à la loi travail de 2016, l'idée, c'est que l'accord soit plutôt à durée déterminée, de manière à ce qu'à l'échéance de l'accord, tout le monde aura fait le point sur savoir si c'est les règles qui ont été fabriquées conviennent toujours. Donc c'est un peu cette idée d'adaptation. Et bien sûr, vous avez raison, ça va sans doute atomiser, sans doute un petit peu les dispositions sociales dans les entreprises. Bon, alors ça ne veut pas dire que la convention collective a perdu tout son sens, parce que d'abord, si vous voulez, elle reste quand même gardienne d'une certaine régulation économique à partir des rémunérations et de la protection sociale. Il ne reste pas grand-chose, mais au moins ça. Et puis, il y a aussi le fait que la convention collective est supplétive sur beaucoup de thèmes. C'est ça, supplétive de l'absence d'accord d'entreprise. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'accord d'entreprise, le dispositif conventionnel tel qu'on le connaît continuera à s'appliquer. Et même s'il y a un accord d'entreprise, l'accord d'entreprise, ce n'est pas forcément un acte pérenne dans le temps, et donc il peut être dénoncé, révisé, modifié, ne plus exister, etc. Et dans cette hypothèse, on retrouve l'application des dispositions conventionnelles. Voilà. Effectivement, je retiens une certaine vigilance que l'on peut conduire au sein du réseau, réflexion y compris éthique ensemble. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous avons une deuxième question qui est en fait séparée en 2 points. Le deuxième point, on ne le traitera pas puisqu'il concerne l'avis de la Fédération Générale des PEP et que nous sommes ensemble aujourd'hui pour justement diffuser et harmoniser une diffusion technique de l'information. Mais je la lis entièrement. Comment interpréter la non-opposabilité des conventions collectives par les financeurs dans la loi de financement de la sécurité sociale 2018 et les ordonnances Macron? La FGPEP prendra-t-elle position sur ce point qui peut inquiéter les représentants du personnel? C'est plutôt là aussi une prise de position un peu fédérale. Si vous voulez, la procédure d'agrément qui était née, tout le monde le sait, à l'origine pour
organisé dans le secteur sanitaire, parce qu'il y avait à l'origine le secteur sanitaire, bien sûr, social et médico-social à but non lucratif. Au fond, c'était un contrôle des dépenses, un contrôle du coût des dispositions conventionnelles qui étaient négociées qui existaient dans les conventions collectives de branches ou d'entreprises. Donc c'était un contrôle financier. Ce contrôle financier, avec les nouveaux modes de tarification, a finalement disparu progressivement. Alors du secteur de la santé, avec la T2A, et puis il semblerait qu'aujourd'hui, et progressivement, ce contrôle financier va disparaître. Ce qui fait que, au fond, cette procédure d'agrément, alors oui, elle existait bien sûr, mais là aussi, le constat qui a été fait, moi que j'ai fait souvent, c'est que les associations s'en dispensaient de temps en temps de l'agrément, parce qu'effectivement, c'était un formalisme un peu compliqué. Parce qu'il fallait demander effectivement saisir le ministre pour obtenir cet agrément, il fallait donner plein d'explications, il fallait sans doute que ça coûte rien, ce qui était négocié, ça coûtait, il n'y avait pas d'agrément, donc on s'en passait un petit peu le plus souvent, et donc aujourd'hui que le dispositif disparaisse, alors en plus, pardonnez-moi, j'ai oublié ça, c'est que même quand c'était agréé, tout le monde savait que, au fond, il n'y avait pas un lien automatique, de moins en moins automatique entre l'agrément et le financement. C'est-à-dire que parfois, on disait, bon, tant pis, c'est agréé, mais il n'y avait pas le financement pour autant. Et donc, il était difficile d'engager des procédures pour se faire, en tout cas compliqué, d'engager des procédures à l'égard des financeurs pour obtenir le financement de ce qui était agréé. Donc, au fond, c'est vrai que ça donnera plus d'autonomie à l'entreprise. Jusque-là, parfois, on pouvait se dire, de toute façon, on ne va pas négocier parce qu'il faut que ça soit agréé. Et si ça coûte, il n'y aura pas d'agrément. Mais là, tout ça, je crois qu'on est en train, effectivement, de changer complètement de système. Voilà. Alors, bien ou pas bien, moi, j'ai pas trop d'idées. Je crois que dans l'idée d'une maîtrise du fonctionnement des règles sociales, au niveau de l'entreprise, c'est vrai que l'agrément, ce n'était pas forcément idéal. Maintenant, j'imagine un petit peu derrière la question, c'est aussi ce que ça suppose, c'est que peut-être que certains financeurs pourront vous dire, maintenant, vous avez la capacité de ne plus payer telle ou telle prime prévue par la convention collective, en conséquence de quoi, débrouillez-vous, négocier un accord pour que ça coûte moins cher, en quelque sorte, pour faire simple. Voilà, c'est forcément quelque chose qui pourra exister. Très bien. Mais écoutez, nous n'avons plus de questions. Sur le premier dispositif. Alors là, le second dispositif, donc, qui est effectivement relative à la création de cette instance unique, là aussi, l'idée, c'est simplification et adaptation. Alors, vous savez que depuis plusieurs années, avait déjà été initié le regroupement des instances de représentation du personnel, DUP, DUP dans les entreprises de moins de 200 salariés dans un premier temps. La loi Rebsamen 2015 avait imaginé que ce soit possible jusqu'à 300 salariés. Et au-delà de 300, c'était aussi possible de regrouper toutes les instances de représentation du personnel. Mais il fallait un accord majoritaire. Donc il y avait déjà un petit peu ce type de réflexion sur le regroupement. Là, ce qui peut paraître un peu étonnant, c'est que ce n'était pas véritablement une demande, notamment des représentants patronaux du MEDEF. Bon, ça ne correspondait pas vraiment à une demande et tout le monde était un peu surpris de cette idée de regrouper de manière obligatoire les instances de représentation du personnel. Mais ce qui a été aussi constaté, c'est qu'on était les seuls, ou quasiment les seuls, à avoir ce type d'organisation en France, c'est-à-dire d'avoir des DP, d'avoir un CE, d'avoir un CHSCT, d'avoir des représentants syndicaux au CE, voire au CHSCT, et des délégués syndicaux. Donc voilà, tout ceci a pu paraître un peu étrange, en tout cas peut-être surdimensionné, je ne sais trop, mais bon, partant de là, il a donc été décidé la création d'une instance unique de représentation du personnel. Donc d'une certaine manière, ça va dans le sens de la simplification, bien sûr. Ce dispositif a été complété par un gros décret là, qui est en bas du slide du 29 décembre 2017. C'est l'ordonnance en volume la plus importante. Et donc, cette instance unique de représentation du personnel, indépendamment qu'on simplifie par une seule instance, l'autre caractéristique générale, c'est que quand on regarde tout le contenu de l'ordonnance, il est possible, par la négociation, il est aussi possible par la négociation, alors avec les délégués syndicaux, parfois avec les membres du CSE lui-même,
il est possible de, au fond, se fabriquer, je ne sais pas le bon terme, mais en tout cas d'adapter ce CSE un petit peu à l'organisation juridique de l'entreprise, à son organisation géographique, à sa taille, à son fonctionnement. C'est-à-dire qu'il est aussi possible de se faire une sorte de CSE maison. Alors, mais par la négociation, bien évidemment. Alors, sans rentrer dans trop le détail de tout ça, si on s'intéresse au fond à cette organisation, deux observations quand même préalables. La première, c'est que cette instance unique, globalement, aura les mêmes attributions à peu près que l'ensemble des trois instances, CE, CHSCT et DP. Globalement, quelle que soit la taille de l'entreprise, quand elle se met en place, hormis pour les structures entre 11 et 50 salariés, où le CSE qui se met en place n'aura que les attributions des DP, c'est-à-dire l'ancienne représentation du personnel, à partir de 50 salariés, globalement, on bascule dans une instance unique, mais qui aura à peu près la totalité des attributions. Donc ça, c'est la première observation. La deuxième observation, en revanche, qui surprend un peu plus, c'est qu'on est revenu finalement, s'agissant du CHSCT qui disparaît, alors que les problèmes de santé et sécurité au travail sont devenus essentiels dans les entreprises, c'est un peu surprenant parce qu'on revient un petit peu à un dispositif en intégrant le CHSCT au sein du CSE, et donc il n'existe plus qu'une commission de sécurité, santé et sécurité au sein de cette instance. On revient au dispositif qui existait avant 1982, puisqu'avant 1982, le CHS n'était qu'une commission du comité d'entreprise. Et bien là, ça redevient une commission du comité d'entreprise. Et en 1982, on avait autonomisé le CHS, qui est devenu CHSCT, qui était autonome et qui avait la personnalité juridique. Là, exit, on revient à un dispositif, bon, c'est 30 ans ou 40 ans en arrière quand même. Bon, alors c'est sans doute ça, peut-être, et c'est un peu étonnant compte tenu de l'importance des problèmes de santé et sécurité. En tout cas, voilà, donc on fait un peu un retour arrière, mais pour le reste, alors, quoi vous dire de manière générale, puisque c'est un dispositif extrêmement important. D'abord, il y a une rentrée progressive dans le dispositif. Alors, selon je ne sais pas, on ne va pas détailler tout ça si vous voulez, mais selon la date d'échéance des mandats, eh bien, il faut rentrer progressivement dans le dispositif. Et au plus tard, si les mandats sont encore en cours à cette période-là, au 1er janvier 2020. Mais l'entrée dans le dispositif, qui nécessite donc, comme par le passé, la négociation d'un protocole d'accord préélectoral, en fait est un petit peu plus sophistiqué et mérite sans doute là aussi d'y réfléchir un peu à l'avance, puisque quand je vous disais tout à l'heure, on peut se faire un peu un CSE maison, ça commence ce CSE maison dans l'entrée dans le dispositif. En effet, il est donc possible, préalablement même au protocole d'accord ou simultanément, avoir une réflexion sur les établissements distincts. Vous savez, dans vos organisations, vous avez souvent des sites géographiques, et donc il y a cette réflexion sur les établissements distincts qui va guider ensuite le dispositif de mise en place, ou voir le protocole d'accord, savoir si on installe des CSE par établissement ou pas. Et donc, antérieurement à ce texte-là, c'était l'objet du protocole d'accord, les établissements distincts. Là, non, c'est plus ça. C'est l'objet d'un accord d'entreprise distinct du protocole d'accord, qui n'oublie pas aux mêmes règles, puisque ceux qui signent le protocole d'accord, ce ne sont pas forcément les mêmes syndicats que ceux qui signent l'accord d'entreprise. Et donc, ça mérite cette réflexion. Ça mérite cette réflexion, en tout cas de se positionner sur les établissements distincts, et ça mérite cette réflexion d'autant que il peut se faire, si vous voulez, que dans certains établissements qui ont par exemple un effectif entre 11 et 50 salariés, qu'il y ait aujourd'hui des délégués du personnel d'établissement, et il peut donc se faire que ces délégués du personnel d'établissement disparaissent par la création du CSE. Puisque, a priori, le CSE, entre 11 et 50, n'existe pas quand il y a plus de 50 salariés. Donc ça peut entraîner la disparition des délégués du personnel d'établissement. Et donc, pour répondre à cette préoccupation, qui peut être une des préoccupations des représentants du personnel, des syndicats de salariés, ou une des préoccupations de l'employeur, d'avoir malgré tout un écho de ce qui peut se passer dans les établissements, il est possible d'organiser la création de cette nouvelle catégorie de représentants du personnel que sont les représentants de proximité. Alors, ce n'est pas obligatoire,
c'est pas obligatoire, mais en réalité, ça peut être souhaité par les syndicats de salariés du fait de la disparition d'une représentation du personnel, parfois d'établissement. Ça peut être aussi souhaité par l'employeur qui estime qu'il faut avoir aussi un relais local de représentants du personnel. Alors ces représentants de proximité, là encore, on renvoie à la négociation le soin d'en définir la mise en place, ses modalités de fonctionnement, ses attributions, les éventuelles heures de délégation, les modalités de désignation et ces représentants de proximité pouvant être pris ou non parmi les membres du CSE ou en dehors du CSE. Et s'ils sont pris en dehors du CSE, ça fait une catégorie supplémentaire de salariés protégés quand ils sont pris en dehors du CSE. Donc, au moment, si vous voulez, de l'entrée dans le dispositif de négociation du protocole d'accord préélectoral, il y aura ce type de questions voisines à se poser nécessairement quand la structure a des établissements distincts, parce que c'est des questions qui vont émerger probablement à l'initiative des syndicats de salariés. Et donc, ces représentants de proximité peuvent être mis en place, ou l'accord qui est nécessaire, puisque c'est un accord d'entreprise, qui est nécessaire, peut être négocié préalablement ou simultanément à la négociation du protocole, ou être négocié après la mise en place du CSE, puisque ce n'est pas forcément indispensable de le mettre avant. Voilà. Donc ça, c'est une innovation du texte qui n'existait pas auparavant. Dans le protocole d'accord, pour y revenir, là aussi, si vous voyez, il y a des éléments qui changent un peu, indépendamment de ce qui est plutôt traditionnel, c'est-à-dire le nombre de sièges à pourvoir, les collèges, la répartition, etc., qui fait l'objet du protocole, ça n'a pas changé. En revanche, ce qui paraît aussi nouveau et qui peut faire l'objet du protocole d'accord préélectoral, c'est qu'aujourd'hui, on sait, compte tenu de la taille de l'entreprise ou de la structure de l'association, quel est le nombre de représentants du personnel à élire et le volume des heures de délégation dont ils bénéficient chacun, ce qui fait un volume global annuel d'heures de délégation. Donc ça, on le sait parce que le décret de décembre 2017 l'a prévu, l'a défini. Et donc le protocole d'accord, aujourd'hui, il est possible, c'est un peu surprenant peut-être, bien sûr d'augmenter le nombre d'élus, ça n'appelle pas beaucoup d'observations, mais aussi de le réduire. Et de le réduire à un seuil bien sûr inférieur à celui qui est prévu par voie réglementaire. Alors, on peut se dire, si on le réduit, ça veut aussi dire qu'en le réduisant, il faut malgré tout maintenir le volume global des heures de délégation tel qu'il existe, sans réduction du nombre d'élus. C'est à cette condition-là. Et donc, ça peut, quand on dit qu'il faut le réduire, ça peut paraître un peu surprenant que ça puisse exister, mais je pense aussi, si vous voulez, que cette réduction du nombre d'élus peut aussi être souhaitée par les syndicats de salariés. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les chiffres qui sont dans le décret, parfois on peut se dire mais les syndicats auront peut-être du mal à trouver 10 titulaires, 10 suppléants, parce que jusque-là, c'était souvent des salariés qui cumulaient les mandats à les différentes instances. Oui. Donc c'était un peu les mêmes. Là, en trouver 10 d'un coup, par exemple, ou 8 ou 15, peu importe la taille de la structure, ça peut être un peu compliqué. Et donc, il est possible que les syndicats de salariés eux-mêmes, dans cette discussion du protocole d'accord préélectoral, se disent on a plutôt essayé de... Peut-être, on va admettre de réduire le nombre, puisqu'on préserve le nombre d'heures de délégation globale. S'ils ne trouvent pas le nombre de candidats. Donc, si vous voulez, ce n'est pas forcément à balayer comme ça d'un revers de la main en disant non, de toute façon, ça ne marchera pas, personne, ça va intéresser personne. Non, si, ça peut intéresser, indépendamment de l'employeur, mais c'est plus compliqué. Mais en tout cas, ça peut être aussi une demande des syndicats de salariés. Sinon s'ils ne peuvent pas trouver, ça devient des listes qui sont incomplètes, et donc avec un deuxième tour, avec des candidats non syndiqués. Donc, il y a ça qui peut se poser. Et puis aussi, toujours dans le protocole, c'est aussi nouveau, on peut modifier le nombre d'heures attribuées individuellement, c'est possible. L'augmenter ou le réduire. En l'augmentant, ça a pour effet de réduire le volume des heures individuelles de délégation. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, puisque ça existe déjà sans doute, mais on peut imaginer de donner des heures de délégation en plus au secrétaire du CSE. On peut imaginer de donner des heures de délégation en plus au trésorier du CSE, par exemple, ce qui fait que ça limitera les volumes des heures individuelles de délégation accordées aux autres représentants du CSE. Donc ça, c'est sur la mise en place. Après, si vous êtes toujours dans cette sorte de conventionnalisation du CSE, s'agissant des attributions, de l'exercice des attributions consultatives. Alors, dans les attributions consultatives, donc ça demeure, bien évidemment. C'est-à-dire que sur un certain nombre de thèmes, il faudra consulter le CSE comme avant, l'employeur consulter le comité d'entreprise. Sur ces attributions consultatives, quoi vous dire ? Si ce n'est que là aussi, la négociation peut aussi
assouplir, aménager ces obligations de consultation. Alors, il faudrait passer beaucoup plus de temps pour détailler la totalité de tout ça. Mais vous savez que depuis la loi Rebsamen 2015, tout un tas de consultations qui étaient disséminées dans le Code du travail ont été rassemblées autour de 3 grandes consultations. Consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, consultation sur les politiques sociales, les conditions de travail et l'emploi. 3 grandes consultations annuelles. Et il est vrai que dans les PME, structures de taille relativement modeste, ces consultations qui sont annuelles sont des consultations qui sont formelles. On ne peut pas imaginer toujours que le chef d'entreprise, tous les ans, il ait des choses à dire sur les orientations stratégiques de l'entreprise quand l'entreprise a 50 salariés. Donc c'est un exercice de style formel, qui était d'ailleurs plus ou moins respecté. Bon, là, en tout cas, les choses peuvent être modifiées, assouplies et allégées par la négociation, là encore, d'un accord qui permet non pas d'organiser ces consultations tous les ans, mais de les organiser alors selon une périodicité qui peut être au maximum tous les 3 ans. Voilà. Donc on peut trier, c'est-à-dire dire les orientations stratégiques, on ne va pas consulter tous les ans. Et on consultera tous les 2 ans, tous les 3 ans, peu importe, en fonction de la taille de l'entreprise. Mais là, on voit bien cette idée, au fond, là aussi, d'organiser un petit peu les attributions du CSE en fonction de la taille de l'entreprise. Voilà. Et donc, c'est une capacité qui existe, je pense, qui là aussi doit être assez facilement possible à mettre en place par la négociation. Et puis aussi, là, ça sera cher à Carole, la BDES. Donc cette fameuse BDES que tout le monde a dû essayer de faire, c'est-à-dire l'ensemble des informations qui sont à la disposition des représentants du personnel, selon un dispositif réglementaire excessivement sophistiqué. Et donc là, le texte prévoit, là encore, que par la négociation, il est aussi possible de modifier un petit peu le contenu de la BDES, de l'adapter, cette BDES, à la taille de l'entreprise, en gardant quelques indicateurs, quelques têtes de chapitre qui restent à appliquer. Mais voilà, donc si vous voulez, là aussi, il y a sans doute des choses à faire par la négociation. Puis alors, après, j'élimine toutes les problématiques de visioconférence possibles par la négociation, toutes les problématiques d'avis à émettre dans des délais qui peuvent être définis par accord, etc. etc. Donc il y a tout un tas de thématiques autour de ça. Voilà sur la partie donc, mise en place, sur la partie à peu près attribution et exercice d'attribution, voilà à peu près. Après sur le fonctionnement, toujours dans la partie un petit peu ce qu'il est possible d'aménager par la négociation. Sur la partie fonctionnement, quoi vous dire d'essentiel? D'abord qu'effectivement, alors je l'ai mis là parce que parfois ça pose un peu de difficulté, il y a, si vous voulez, vous le savez, le CE, et désormais le CSE bien sûr, peut se faire accompagner dans certaines situations par des experts, experts comptables, autres experts, et ces experts, bien sûr, la plupart des situations, les honoraires sont à la charge de l'employeur. Là aussi, l'ordonnance prévoit qu'il est possible, par la négociation, de définir les modalités d'intervention de ces experts et leur périodicité. Et si on renvoie, si vous voulez, aux 3 consultations récurrentes évoquées tout à l'heure, dans ces 3 consultations récurrentes, il y a des possibilités d'expertise et ça coûte très cher. Bien évidemment, ça coûte très cher et c'est la structure et l'entreprise qui le supporte le plus souvent. Pour partie pour un certain type d'expertise et en totalité pour d'autres. Et donc là aussi, il est possible d'imaginer que l'expert sur la situation économique et financière ne viendra pas tous les ans, mais pourra venir tous les 3 ans, par exemple par la négociation. Donc naturellement, ça limite le recours aux expertises et ça aussi, ça limite nécessairement le coût de tout ça. Toujours dans les choses importantes aussi autour du fonctionnement. Alors les budgets de ces instances, donc vous savez qu'il y a 2 budgets, un budget de fonctionnement, un budget concernant les activités sociales et culturelles. Donc sur le budget de fonctionnement, les choses n'ont pas été modifiées de manière radicale, ça reste toujours 0,20% de la masse salariale, ça augmente un peu dans une structure de plus de 2000 salariés où ça passe à 0,22, mais c'est un peu du détail. En revanche, ce qui est effectivement nouveau, c'est que
L'autre budget, c'est-à-dire celui des activités sociales et culturelles, désormais, c'est un accord d'entreprise qui fixe ce budget. Donc, les conventions collectives 51 et 66 qui ont fixé des règles, là aussi, ça renvoie à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, à savoir qu'il y a autonomie de décision par l'accord d'entreprise qui pourrait écarter totalement les dispositions conventionnelles, ne pas prévoir que c'est un 25 ou un 50% de la masse salariale, mais que c'est 0,5 ou 0,20 de la masse salariale, peu importe. Donc c'est un accord d'entreprise qui fixe les règles. Alors bien évidemment, après, quand on se dit ça, on dit oui, il faut que les syndicats de salariés signent ce type de choses, mais après, ça dépend ce qu'on fait du surplus, ça dépend ce qu'on en fait, quoi. Si on se dit c'est 1,50 et on va mettre 0,50% d'augmentation de salaire, vous imaginez bien qu'il y a des choses qui sont probablement possibles et entendables, y compris par les syndicats de salariés. Mais tout se dit, c'est à manipuler, bien sûr, avec un certain nombre de précautions. Mais en tout cas, voilà, c'est donc un accord d'entreprise qui fixe le budget des activités sociales et culturelles. À défaut, c'est le mécanisme légal, mais à défaut simplement, c'est-à-dire qu'on regarde ce que l'entreprise consacrait aux dépenses sociales, aux activités sociales et culturelles, avant la mise en place du CSE. Et c'est le rapport de ces dépenses à la masse salariale qui crée le pourcentage qu'on doit verser au CSE. Mais en tout cas, ça change aussi la perception des choses. Et puis, toujours sur ces budgets, alors ça c'est une innovation du texte, les budgets jusque-là étaient séparés, c'est-à-dire que le fonctionnement restait un budget autonome, les activités sociales étaient aussi autonomes, mais il n'y avait pas de possibilité de mixer les budgets. Désormais, par une délibération du comité, bien sûr, celui-ci pourra affecter la quasi-totalité du reliquat de la subvention de fonctionnement aux activités sociales et culturelles. Et dans l'autre sens, en revanche, alors qu'à l'origine, il était prévu aussi une possibilité d'affectation totale, dans l'autre sens, c'est-à-dire le budget qui reste aux activités sociales et culturelles, ne pourra être affecté au budget de fonctionnement que dans la limite de 10% de ce budget. En gros, c'était pour préserver sans doute les activités sociales et culturelles. Le sens du budget d'origine. Voilà, c'est ça. Donc voilà à peu près, mais là aussi, c'est des choses bien sûr qui sont nouvelles dans le dispositif. Et puis, toujours dans notre... J'allais l'oublier, dans notre fonctionnement, c'est les commissions. Alors s'agissant des commissions, donc notre CHSCT disparaît et intègre, le cas échéant, le CSE, mais avec une taille d'effectif qui est en retrait par rapport à l'exigence antérieure qui était de créer un CHSCT à partir de 50 salariés. Là, désormais, la commission de sécurité devra être au sein du CSE quand elle existera, quand la structure, entreprise, l'association a plus de 300 salariés, ou lorsque, si on est au niveau des établissements, l'établissement a plus de 300 salariés. Et s'il y a donc comme ça des établissements de plus de 300 salariés qui ont un CSE d'établissement avec une commission de sécurité, il faudra créer une structure centrale qui jusque-là n'existait pas d'ailleurs, cette structure centrale. Mais sur cette commission de sécurité, hormis donc la particularité tenante à l'effectif, et entre 50 et 300 salariés, je l'ai oublié, l'inspecteur du travail peut lui, cette fois, décider, demander à l'entreprise de créer cette commission au sein du CSE, mais c'est une demande de l'inspecteur du travail. Sinon, le seuil d'accès normal est 300 salariés. Alors cette commission de sécurité, conditions de travail, au fond, qu'est-ce qu'on en sait? Pas grand-chose finalement. On sait, parce que ça fait partie de la partie ordre public du Code du travail, on sait qu'elle doit être composée de 3 titulaires. On sait qu'elle est présidée par l'employeur, 3 titulaires, et on sait que les membres qui en font partie devront bénéficier de journées de formation selon la taille d'entreprise, 3 jours ou 5 jours, enfin peu importe. C'est quasiment tout ce que prévoit le texte. Pour tout le reste, le nombre de salariés, hormis les 3 que l'on a identifiés, les moyens, les heures de délégation éventuelles, les modalités de désignation, pour tout le reste, les attributions déléguées par le CSE à cette commission. Quel type d'attribution? Pour tout le reste, on dit c'est un accord qui met en place cette commission et qui définit l'ensemble de ces éléments. Donc ça renvoie à la négociation. Alors
comme elle est obligatoire et que rien n'est décidé, ou pas grand-chose, donc on dit c'est un accord avec les délégués syndicaux. S'il n'y a pas d'accord avec les délégués syndicaux, s'il n'y a pas de délégué syndical, pardonnez-moi, c'est un accord avec le CSE lui-même. Et s'il n'y a pas cet accord n'existe pas, c'est le règlement intérieur du CSE qui fixe ces éléments. Voilà. Donc, il est évident que c'est sans doute préférable d'engager une discussion postérieurement à l'installation du CSE, quand la structure doit être mise en place, sur la création de cette commission. Naturellement, le seuil d'accès est de 300 salariés, mais rien n'empêche encore, par un accord, de mettre un seuil d'accès qui soit inférieur à 300 salariés. C'est-à-dire un accord peut créer la commission santé dans le CSE quand il y a 50 salariés, bien évidemment. C'est aussi possible. Et puis la question aussi concerne les autres commissions qui étaient obligatoires. Alors il peut y avoir une commission économique, une commission égalité professionnelle, une commission logement, une commission formation professionnelle, donc des commissions qui sont obligatoires à partir d'une certaine taille d'effectifs de l'entreprise. Ces commissions, elles n'existent que pour autant qu'un accord d'entreprise n'en est pas disposé autrement. C'est-à-dire qu'elles existent comme avant, sauf si un accord d'entreprise décide de les supprimer, purement et simplement. Donc on voilà encore à la négociation, sauf si un accord d'entreprise décide d'en créer d'autres, sauf si un accord d'entreprise décide de les fusionner, sauf si un accord d'entreprise, on retouche le contenu de ces commissions qui, à défaut d'accord, continuent d'exister, et on trouve bien la partie un peu supplétive de certaines dispositions légales en l'absence d'accord. Voilà. Et puis enfin, pour terminer avec ça, parce que c'est aussi une innovation qui, elle, est relativement essentielle, à savoir que indépendamment de l'exercice de ses attributions habituelles, gestion des activités sociales et culturelles, etc., et attributions consultatives, il est possible de transformer notre CSE en une instance de négociation. C'est-à-dire que la négociation se fait en principe avec les délégués syndicaux, mais il est possible de transformer notre CSE en conseil d'entreprise. Alors, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. C'est notre CSE qui change de terminologie, qui devient un conseil d'entreprise, et qui a donc les mêmes capacités de négociation que les délégués syndicaux. Pour que cette transformation du rôle du conseil d'entreprise, du CSE en conseil d'entreprise se fasse, il faut un accord d'entreprise qui transforme cette instance de consultation aussi en instance de négociation. Donc c'est un accord d'entreprise qui le met en place, mais avec une particularité, c'est que la création de ce conseil d'entreprise modifie la relation qui existait jusque-là avec le CSE. Les relations, ou avec le CE ou avec le CSE, la relation était une relation qui était au fond de consultation, dans l'avis. Mais effectivement, l'avis, on est libre, on peut être libre ou non de tenir compte de l'avis exprimé par le comité d'entreprise et demain par le CSE. Là, en revanche, l'évolution est un peu différente. Si on donne à ce rôle une instance de négociation. Puisque on va, dans cette hypothèse, il faut donner à notre conseil d'entreprise des thèmes dans lesquels il pourra codécider. C'est-à-dire qu'on exigera l'avis conforme, et non plus un avis dont on peut se passer s'il est défavorable, mais c'est un avis conforme. Donc on crée progressivement une instance de codécision, et donc avec une obligation dans le cadre de cette codécision, alors c'est un système à l'allemande, il ne faut pas non plus, là, c'est très clair, en Allemagne ça doit être comme ça, cette instance-là, elle participe à la gestion d'entreprise, elle codécide. Donc c'est un avis, il n'y a pas le choix, là. Il faut aboutir à un accord avec l'instance, et non pas à un avis qu'on peut mettre de côté si on en a envie. Là c'est un avis conforme, et on dit c'est obligatoirement la formation professionnelle. C'est obligatoirement la formation professionnelle. Si on transforme le CSE en conseil d'entreprise, il faudra au moins qu'il y ait des avis conformes sur la formation professionnelle. Et puis d'autres thèmes, si on en crée d'autres. On aura négocié, quoi. Sur d'autres thèmes, oui. Il y a une question d'ailleurs qui va vous permettre de rondir là-dessus, qui est quelle sera la légitimité d'accords d'entreprise négociés avec un délégué syndical unique, pas forcément représentatif des salariés de l'entreprise? Une négociation avec les membres du CSE sera-t-elle possible pour y apporter davantage de légitimité et de représentativité? Non. D'abord, si vous voulez, très clairement, c'est bien le délégué syndical qui est légitime et représentatif. Si vous voulez, tout ça, c'est la réforme vous le savez, de 2008. En 2008, d'ailleurs, pourquoi on s'est posé cette question de modifier les règles de représentativité antérieure? Tout simplement parce que la représentativité de droit qui existait depuis 1966 à 5 organisations syndicales,
eh bien, ne répondait plus aux finalités nouvelles de la négociation. La négociation, c'est pas les ordonnances, c'était déjà le cas antérieurement sur certains thèmes. La négociation n'avait pas pour seule finalité que d'améliorer la situation des salariés. Et donc, on avait créé déjà des mécaniques dérogatoires à disposition légale, et donc il fallait que celui qui négocie, celui qui signe, soit pas représentatif de droit, mais soit légitime. Quand il s'agissait d'améliorer la situation des salariés, au fond, le délégué syndical, même s'il représentait que lui dans l'entreprise, c'était pas un problème, parce qu'il faisait qu'améliorer. C'était peut-être insuffisant, mais il faisait qu'améliorer. Et oui, dès l'instant où on s'est dit, la négociation, elle peut déroger dans la loi dans ce sens qui n'est pas nécessairement favorable aux salariés, il faut qu'on donne plus de corps, plus de légitimité, non plus une représentativité de droit. Et donc, le texte de 2008 a créé cette légitimité par référence aux élections professionnelles, puisque le syndicat est représentatif, parce qu'il a obtenu un certain nombre de suffrages lors des élections professionnelles. Donc, si vous voulez, on est un peu sur le terrain d'une certaine démocratie sociale, non plus démocratie politique, mais sociale, par cette légitimité, par le vote des salariés de l'entreprise, qui confère à l'organisation syndicale la représentativité, qui confère au délégué syndical une certaine légitimité, puisqu'il faut qu'il se soit présenté, qu'il ait obtenu un certain nombre de voix, et puis qui confère aussi une légitimité aux produits fabriqués à l'accord d'entreprise. Puisque cet accord d'entreprise, il faut qu'il soit aussi quasiment majoritaire. Donc, si vous voulez, il y a l'organisation, il y a l'homme et il y a le produit. Voilà. Mais ça n'a pas été fait au hasard, bien évidemment. Dès l'instant où on donne cette capacité extraordinaire à l'accord d'entreprise, il fallait que les acteurs soient eux-mêmes légitimes. Donc, si vous voulez, le CSE, dans ce débat, ce n'est pas lui qui négocie, c'est le délégué syndical. Mais le délégué syndical, il tire sa légitimité de l'élection. D'accord. Voilà. Une deuxième question avant de changer d'ordonnance. Oui. La simplification par la création du CSE n'est-elle pas la conséquence, du moins partielle, de l'absence d'efficacité du CHSCT? Problème de compétences de ses membres, problème de formation, absence de budget, etc. Dans un contexte, comme cela a été souligné, où la santé des salariés est devenue un enjeu majeur. Quelle sera la priorité du CSE? Serait-ce à la carte au sein de chaque entreprise, malgré la démarche de prévention prévue dans le Code du travail? Ça sera forcément à la carte. Alors après, le manque d'efficacité, ça se discute. Hein. Le manque d'efficacité, ça dépend des entreprises, ça dépend forcément. Je crois que c'est pas uniforme. Il y a des CHSCT qui étaient très actifs, trop actifs même au dire parfois des employeurs, puisque vous savez, le CHSCT, il avait des capacités qu'il n'aura plus aujourd'hui. C'était notamment les fameuses procédures d'alerte. Donc, et la capacité d'expertise. Donc, si vous voulez, tout ça, donc ça dépendait, je crois, des structures d'entreprise sur l'efficacité du CHSCT. En revanche, et donc notre CHSCT n'existant plus, la personnalité juridique et la capacité d'expertise, c'est plus le CHSCT qui l'aura, mais éventuellement le CSE. Voilà, donc c'est transféré au CSE. Alors après, quel est le... Oui, c'est bien sûr cette commission qui va être au sein du CSE, si elle existe, oui, elle sera un peu à la carte, vous avez raison, un peu à la carte, puisque vous avez bien compris que c'est un accord d'entreprise qui définit notamment les missions que le CSE accepte de déléguer à la commission. Alors non, les missions, elles peuvent être très différentes d'une structure à une autre. C'est ce qu'en fera l'accord d'entreprise, bien évidemment. Mais ça peut être l'ensemble des missions qu'avait avant le CHSCT, étant précisé que, quelles que soient les missions qui seront déléguées, il faudra au moins que notre CSE, au cours de 4 réunions annuelles, puisque le CHSCT se réunissait tous les trimestres, donc ça c'est à peu près préservé, il faudra que le CSE, au cours de 4 réunions annuelles, aborde les problèmes qui étaient habituellement traités par le CHSCT. Voilà. Il nous reste un petit quart d'heure à passer ensemble. On avance sur une autre ordonnance ? Oui, alors, autre ordonnance. Donc celle-ci, peut-être oui, 2 mots sur celle-ci, parce qu'elle était moins dans l'actualité brûlante. Mais vous savez, c'est l'ancien dispositif sur le compte personnel de prévention de la pénibilité, le C3P, avec au fond ce dispositif qui permettait aux salariés exposés à certains risques d'acquérir des points. Un dispositif qui nécessitait donc d'appréhender un certain nombre de risques d'exposition et un financement quand le salarié était exposé à ces risques par l'entreprise, un financement selon le nombre de risques auxquels le salarié était exposé. Bien.
ce dispositif, alors, n'est pas abandonné, mais il a été refait pour tenir compte, il a été simplifié, pour tenir compte, au fond, que certains risques étaient difficilement mesurables. Il y avait 10 risques. Il y en a 6 qui restent, qui sont mesurables, assez facilement mesurables. Le travail de nuit, le travail répétitif, le travail quand il fait chaud, le travail quand il fait froid. Mais tout ceci, c'est des risques qui étaient facilement mesurables, ces 6 risques-là. Et puis les autres étaient plus difficilement mesurables parce qu'il fallait pouvoir quasiment recruter un ergonome pour mettre derrière chaque salarié pour savoir s'il pesait un volume de poids annuel, s'il poussait je ne sais plus combien de charges, s'il tordait le cou, la tête, etc., à un certain degré. Donc c'était extrêmement compliqué. Et certains secteurs d'activité sont montés au créneau pour dire ça c'est inacceptable, on ne peut pas le faire. Donc en fait, le dispositif n'est pas abandonné, il est simplifié. Simplifié parce qu'on maintient l'obligation de déclarer les 6 risques mesurables. Les 4 autres disparaissent de l'obligation de déclaration, à peu près disparaissent de l'obligation de déclaration. Le financement, qui était un financement d'entreprise, est transféré à la branche AT-MP. Alors c'est un financement encore par l'entreprise, de manière indirecte cette fois, mais ce n'est plus un financement direct. Donc l'entreprise aura, comme par le passé, l'obligation de déclarer les salariés exposés au risque. Alors, travail de nuit pour vous essentiellement d'ailleurs, probablement, et donc de déclarer dans le cadre de la déclaration DSN des expositions selon un barème qui est dans le décret du 27 décembre 2017, qui est à peu près le barème qui existait antérieurement, avec donc l'alimentation d'un compte professionnel de la prévention, donc c'est plus C3P, c'est C2P. Et au passage, tout le monde a constaté que le terme pénibilité qui existait a disparu. C'était sans doute choquant, enfin peu importe, en tout cas le terme disparaît. Et simplement, donc, les modalités d'acquisition de ces points et ce à quoi servent ces points, eh bien, seront quand même, c'est à peu près identique au système antérieur, c'est-à-dire que les points permettent de bénéficier de formations professionnelles pour changer éventuellement de job, pour être dans un emploi qui n'est plus exposé, passer de nuit à jour, j'en sais rien, quelque chose comme ça, si c'est possible, et puis éventuellement de travailler moins, c'est-à-dire travailler en temps partiel et avec un financement, puisqu'on va traduire ces points en rémunération, donc qui permettrait de travailler à temps partiel et d'avoir un salaire à peu près maintenu, à certaines conditions, ou alors de partir plutôt en retraite par l'acquisition de trimestre. Donc ça, c'est à peu près le même système. Et puis enfin, le dispositif du plan de prévention, de l'accord de prévention ou du plan d'action n'est pas non plus abandonné. Il renaît en 2019, dès l'instant où les salariés, donc on a un effectif de salariés qui est exposé aux 6 risques, qui est de 25%, ou alors un taux de sinistralité qui est de 0,25%. De 0,25, c'est pas un pourcentage, 0,25, c'est-à-dire on mesure ça en fonction du nombre d'AT-MP et de l'effectif de l'entreprise. Ça, c'est dans le décret du 27 décembre 2017. Et dans ce schéma, eh bien, à partir de 2019, il faudra conclure un accord ou un plan d'action sur la prévention avec un certain nombre d'actions qui sont prévues par le décret à intégrer dans l'accord ou dans le plan d'action à défaut d'accord, à peine, comme ça existait déjà, d'une pénalité de 1% de la masse salariale si on ne fait pas les choses. Voilà. Mais ça, l'opérationnel, c'est effectivement à peu près 2019. Il faut dire qu'il faudra commencer à réfléchir, mesurer si la structure est contrainte de le faire ou pas, par la sinistralité et puis l'effectif concerné. Voilà. Donc voilà à peu près sur ce dispositif. Bon, c'est naturellement un peu plus détaillé. Mais là aussi, l'idée, ça a été de simplifier pour sortir les risques qui étaient difficilement mesurables, quoi. Voilà, sur cette troisième ordonnance. Et puis il nous reste alors la dernière. Alors celle-ci, on peut la mettre sur le terrain de la sécurisation. Alors la finalité de ce... Il y a un peu de tout dedans quand même. Mais en gros, je crois que cette ordonnance a une double finalité. D'une part, de rassurer, je ne sais pas si ça va être réussi, les chefs d'entreprise et plutôt des petites entreprises dans une opération de licenciement. Bon. C'est un peu le fameux barème, mais on en dira 2 mots. Et ensuite, c'est aussi deuxième élément alors je ne sais pas si c'est le terme, c'est pas le bon terme de rassurer, mais en tout cas de montrer à l'étranger
qu'on peut investir en France, créer des entreprises en France, sans être dans un dispositif légal, réglementaire, conventionnel, par trop compliqué, et que donc il est possible de faire des choses, rassurer un petit peu les investisseurs étrangers, et puis rassurer aussi sans doute, et là c'est cette fois plus à l'égard de nos partenaires européens, pour dire voilà, en France, comme ailleurs, ils réforment aussi leur code du travail. Ils réforment aussi leur réglementation. Donc c'est aussi ça. Voilà, donc si vous voyez, autour de ça, il y a quelques éléments importants qui vont un peu dans les deux sens. D'une part, ce dont tout le monde a entendu parler, bien évidemment, puisque au fond, c'est sans doute le moins important, mais c'est ce dont on a entendu le plus parler. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Et donc, ce dont on a beaucoup parlé, c'est le fameux barème. Oui. C'est-à-dire quand un salarié est licencié et que le licenciement ne repose pas sur un motif, sur la fameuse cause réelle et sérieuse de licenciement, eh bien, dans cette hypothèse, l'employeur sait ce que ça peut lui coûter au maximum. Voilà, en fonction de l'ancienneté. Donc, il y a un barème qui est prévu par le décret, donc on sait combien ça coûte, au maximum. Alors qu'auparavant, il y avait un plancher qui était de 6 mois de dommages et intérêts quand ça il y avait 2 ans, il n'y avait pas de plafond. Là, il y a un plancher, 3 mois pour tout le monde, et un plafond, alors qui varie en fonction de l'ancienneté. Je crois que ça va jusqu'à 20 mois de dommages et intérêts au maximum, à partir de 30 ans d'ancienneté, peu importe, il y a un plancher, un plafond. Voilà, donc ça rassure ou ça rassure pas, en tout cas, ça a été fait un peu pour ça, pour savoir combien ça coûtait. Si on se trompait, on le sait à l'avance. Ensuite, alors ce barème, il ne faut pas non plus trop s'y méprendre, il ne couvre pas tout. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes pour lesquels le juge peut intervenir et fixer dommages et intérêts hors barème. C'est toutes les situations de licenciement dans lesquelles, après contestation, le salarié peut obtenir la nullité du licenciement. Et quand il y a nullité du licenciement, le salarié a 2 options. Soit de demander sa réintégration, soit, si ce n'est pas le cas, demander des dommages et intérêts pour licenciement illicite. Et donc, c'est donc le hors-barème, on appelle ça comme ça, le hors-barème. Et le hors-barème, ça vise tout ce qui est licenciement de type discriminatoire, tout ce qui est licenciement qui aurait pour cause directe, indirecte, une situation de harcèlement, tout licenciement d'un salarié protégé sans autorisation, tout licenciement pour atteinte ou violation d'une liberté fondamentale, comme la liberté d'expression. Donc ça, c'est du hors-barème. Et quand on regarde aujourd'hui l'évolution des contentieux, on s'aperçoit que dans les contentieux de licenciement, les confrères qui interviennent pour les salariés, ils rajoutent toujours une couche de hors-barème pour essayer de se raccrocher, pour dire, il y a le barème, mais on va essayer d'obtenir quelque chose de hors-barème sur le harcèlement moral, puisque voilà. Alors après, il est aussi prévu toujours dans cette idée de rassurer, surtout les petits chefs d'entreprise, il est prévu aussi quelque chose d'un peu particulier. Il faudra faire attention, je ne suis pas sûr que ça règle bien les problèmes d'ailleurs, mais ça a été fait pour ça, que si l'employeur, ou si la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée, la jurisprudence considérait que, quelles que soient ensuite les preuves que pouvait rapporter l'employeur lors de l'instance judiciaire, on allait s'attacher à la lettre, et si elle n'était pas suffisamment motivée, quelles que soient les preuves, c'était cuit, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Ce qui veut dire que la forme pouvait l'emporter sur le fond. Alors, pour essayer de régler un peu ça, il y a une chose qui est prévue, une procédure qui est prévue, c'est-à-dire que l'employeur se dit « j'ai oublié de faire quelque chose, j'ai oublié de mettre quelque chose dans la lettre de licenciement », et l'employeur a la capacité, dans les 15 jours qui suivent le licenciement, de préciser. Alors attention, c'est préciser, c'est pas compléter. C'est-à-dire peut envoyer un deuxième courrier au salarié en disant voilà, je précise un petit peu la lettre de licenciement, le motif de licenciement. On met insuffisance pour une insuffisance professionnelle, par exemple, lettre de licenciement, il peut se dire voilà, c'est un peu insuffisant, c'est un peu ça, je vais mettre les éléments qui caractérisent cette insuffisance professionnelle. Donc il peut effectivement préciser, mais ce n'est pas compléter, ce n'est pas trouver d'autres motifs. Mais là, c'est là où les choses vont être compliquées, parce qu'entre préciser et compléter, préciser c'est possible, compléter c'est interdit. Et si on complète, si on met d'autres motifs que ceux initiaux, si on change de motif de licenciement, ça peut être extrêmement compliqué. Donc faites attention. Donc l'employeur, en tout cas, a la capacité d'y revenir en quelque sorte. Et le salarié a la capacité, lui, de demander à l'employeur des explications complémentaires. D'accord ? Voilà. Et en fonction de ça,
les textes prévoient que si le salarié ne demande pas ces explications complémentaires, si l'employeur n'a rien fait, si le salarié ne demande pas, eh ben, l'insuffisance de motivation ne pourra pas être, elle seule être considérée comme justifiant licenciement sans cause sérieuse. Donc il y a un formalisme, moi je ne suis pas sûr, sincèrement, je ne suis pas sûr que l'objectif qui était prévu soit bien atteint. Enfin, on verra bien, parce que donc il y aura tout ce processus-là de questions-réponses et donc le décret de licenciement qui sont notifiés après le 15 décembre 2017, ou je ne me trompe pas, c'est ça, peu importe, au 29 décembre, je ne sais plus parce qu'il y a 2 décrets, rentrent dans ce processus de questions-réponses possibles. Alors, il faut faire attention quand le salarié demande, et il faudrait faire attention aux réponses qu'on fait ou que l'employeur fait ou ne fait pas. Et il faudra faire attention, si l'employeur prend l'initiative de préciser, de faire attention que ça ne soit bien que précisé, pas complété. Voilà. Et puis, alors moi là, je trouve ça en revanche totalement scandaleux, mais ça c'est entre nous, hein. C'est que l'État a même été jusqu'à faire des modèles de l'aide de licenciement. Alors moi je trouve ça, on est au fond du trou avec ça. Que ça veut dire qu'on considère que les gens qui dirigent les entreprises sont dans l'incapacité de savoir écrire 3 lignes en français ou de correctement écrire une lettre de licenciement. Moi, je trouve ça hallucinant que l'État se mêle de faire des modèles de lettres de licenciement pour licencier les salariés du secteur privé. Alors là, il y a des modèles. Alors voilà, vous pourrez piocher dans les modèles. Licenciement pour insuffisance professionnelle, licenciement pour inaptitude, licenciement pour motif économique, licenciement pour faute. Il y a tout. Enfin, il y a tout. Oui, il y a tout sauf l'essentiel. Forcément le motif. C'est-à-dire que forcément, il faudra bien écrire 3 lignes sur le motif. Et en fait, les litiges qui existaient et qui continueront donc d'exister, c'est pas sur savoir s'il y a un préavis, pas de préavis, l'entretien, pas l'entretien, c'est du détail ça. Les litiges, c'était sur le motif. Et là, évidemment, l'État n'a pas pu mettre les motifs quand même. Il a comment dirais-je, en quelque sorte, distingué les grands types de licenciements pour faute, pour insuffisant, mais il n'a pas pu mettre. Donc il faudra mettre malgré tout le motif. Donc ça sécurise moyennement, et je pense que ça va créer une fausse sécurité juridique. Bon, parce que quand on regarde le contenu de ces lettres, c'est quand même pas forcément aussi génial que ça. Sur le plan du contenu, étant précisé que même si ces modèles existent, eh bien, l'employeur aura quand même la capacité de licencier à l'ancienne, si je puis dire, c'est-à-dire de faire lui-même sa propre lettre de licenciement sans prendre le modèle ou en s'inspirant partiellement du modèle qui est prévu par les dispositions réglementaires, qui pourra d'ailleurs poser un problème peut-être de compétence, qui pourra contester s'il y a une application du modèle qui n'est pas la bonne, est-ce que c'est le conseil des prud'hommes ou le juge administratif. On verra bien tout ça, en tout cas. Voilà. Donc il y a ça. Ça, c'est la partie un petit peu pour sécuriser les situations de licenciement essentiellement pour les petites entreprises. Après, je regarde l'heure, sans rentrer dans le détail, si vous voulez, bon, toute la partie licenciement économique que vous voyez sur le slide, là ça a été fait plutôt pour les groupes. Donc, a priori, vous n'êtes pas trop concernés par ça, au demeurant. Pour ce qui est l'approche licenciement économique, et là, donc on a enfermé l'approche du motif économique sur les entreprises qui sont situées sur le territoire national. Là, c'est à destination des investisseurs étrangers, très clairement. Après, on a refait, si vous voulez, sur ce qui est important, puisque là aussi ça peut en revanche vous concerner, le processus d'inaptitude. Quand ça est inapte, il faut essayer de le reclasser, bien sûr, et le cas échéant, le reclasser dans le groupe si la structure appartient à un groupe. Or, c'est toujours un peu posé la question dans votre réseau, savoir si une association qui appartenait à un réseau, est-ce que c'est pas un groupe ? Alors, il y a des jurisprudences un petit peu nuancées, non pas concernant le réseau, mais d'autres réseaux voisins, qui parfois ont admis que c'était un groupe, parfois l'ont pas admis. Donc, en tout cas, il y avait une difficulté. Là, en revanche, le texte que prévoit que le reclassement possible, c'est dans le cadre du groupe, mais au sens comité de groupe, c'est-à-dire au sens de relations capitalistiques entre les entreprises du groupe. C'est-à-dire là où il y a un comité de groupe, c'est-à-dire là où une entreprise détient 50% du capital d'une autre entreprise, capital social. Donc là, le secteur, a priori, n'est plus concerné par cette obligation de reclassement. Donc ça n'empêche pas, si vous voulez, de le faire auprès des associations locales du réseau, parce que c'est aussi important d'essayer de se préoccuper du reclassement des salariés, mais ça devient à un moment donné plutôt facultatif, plutôt qu'obligatoire. Donc ça, c'est important. Et puis, sur l'inaptitude aussi, a été réglé le problème de la contestation des avis d'inaptitude. Dans la loi travail, le problème de contestation des avis d'inaptitude était mal foutu. On avait
enlever la compétence de l'inspecteur du travail pour la donner, cette compétence au Conseil des prud'hommes, mais sans savoir ce que le Conseil des prud'hommes pouvait faire. Donc ça partait dans tous les sens. Et donc là, le texte clarifie les choses de manière un peu surprenante, mais il les clarifie en disant que la décision du Conseil des prud'hommes, en cas de contestation de l'avis médical, cette décision se substitue à celle de l'avis du médecin du travail. Bizarre, mais au moins il y a une sortie du dispositif. Enfin, ou presque, mais là aussi je pense que on peut penser que c'est plutôt exceptionnel, en tout cas on peut l'espérer, encore que dans votre secteur, on crée, si vous voulez, un dispositif dont vous avez entendu parler là chez Peugeot, les fameuses ruptures conventionnelles collectives, c'est-à-dire qu'en gros un accord, là encore, peut prévoir le départ d'un certain nombre de salariés, moyennant le versement d'une indemnité qui ne peut pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement, mais quand on aime, on ne compte pas, mais quand on n'aime pas, on ne compte pas non plus, encore moins. Et donc, c'est après le chèque que prévoit l'accord pour que les salariés acceptent de partir dans le cadre de ces ruptures conventionnelles collectives, qui sont des ruptures, ce n'est pas licenciement, c'est en dehors de la procédure de licenciement économique, et ça postule une rupture qui est un accord amiable du contrat à durée indéterminée, comme c'est le cas de la rupture conventionnelle individuelle. Voilà. Donc il faut un accord qui est ensuite homologué par la directe, un délai de 15 jours. Quand tu envoies l'accord, tout ceci est cadré par le décret du 20 décembre 2017. Et puis enfin, dernier élément de cette ordonnance, qui n'est pas quelque chose qui était déjà, si je puis dire, dans les textes un peu antérieurs, qui est un peu affiné, c'est la volonté d'organiser le télétravail et de développer cette forme d'activité, puisque quand on entend les gens qui ont rédigé ces textes, l'idée c'est que l'entreprise d'aujourd'hui sera plus l'entreprise de demain, ou quasiment de demain, pas d'après-demain, de demain, et que l'organisation d'activité des salariés se fera aussi et beaucoup dans le cas d'une activité type télétravail. Et donc les textes prévoient que ce développement et cet encadrement du télétravail peut faire l'objet d'un accord à nouveau, ou le cas échéant d'une charte qui encadre un petit peu la situation du salarié quand il est télétravailleur à son domicile. Voilà, si vous voulez, l'ensemble à peu près présenté à grands traits. Ceci étant fait, ça devrait nous permettre de souffler sur les évolutions législatives réglementaires dans cette matière, sauf qu'il y aura encore la formation professionnelle qui est en débat et puis tout le système d'assurance chômage. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie de votre attention. J'espère que... voilà, ici, on ne vous voit pas, mais en tout cas, voilà, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire. J'ai pas été... C'est bon, j'ai tenu le timing. Ah oui, parfaitement. Merci beaucoup, maître, de cet exercice de synthèse, effectivement pas évident. Peut-être juste avant de nous quitter, se dire que la matinée d'aujourd'hui était le début d'un accompagnement qui va être fait par le cabinet Barthélémy sur justement cette importance de la négociation et des évolutions qui vont nous toucher, et vous touchez tous les membres du réseau, et qu'on commencera après, vous m'avez dit, la loi d'habilitation du printemps, à travailler sur le CSE, se poser les bonnes questions, maintenant qu'on connaît les enjeux et les risques, voilà, se poser les bonnes questions et sécuriser les négociations, qu'on voit ça ensemble. Ok, Voilà. merci à tous. Au revoir. Au revoir.